Première chose, articulation entre éco-conditionnalité et aide. Je prends souvent l'image d'une maison. Au niveau de la PAC, vous avez les aides du rez-de-chaussée qui sont représentées par les DPB, voilà, les aides de base, donc c'est les droits à paiement de base, autour des 125 € par hectare. À cela s'ajoute le paiement redistributif, à un peu moins de 50 € par hectare pour les 52 premiers hectares. En tant que JA, vous pouvez aussi toucher par exploitation environ 4 500 € par an sur 5 ans, avec la transparence des GAEC, c'est-à-dire s'il y a 2 JA dans un GAEC, c'est 2 fois 4 500 € par an sur 5 ans. Les aides couplées et les MAE, j'en ai parlé un tout petit peu avant. Ce qui est nouveau depuis 2023, c'est qu'il y a des nouvelles aides. Ces nouvelles aides s'appellent les aides de l'éco-régime. Donc, vous avez l'aide de l'éco-régime niveau 1, qui en théorie était annoncée à 60 € par hectare. Dans les faits, depuis 2 ans, c'est environ 45 € par hectare qui est versé. Vous avez les aides du deuxième étage de la maison ou du grenier, peut-être, là, par rapport à l'image. En théorie, c'était 80 € par hectare. Dans la réalité, c'est 62 € par hectare. Le ministère avait annoncé des montants maximum, donc en l'occurrence 60 et 80. Dans les faits, il y a eu une sous-estimation de la part du ministère des demandes d'aide. Du coup, la part du gâteau est plus petite à se partager, d'où les niveaux moindres. Pour accéder à ces aides d'éco-régime, il y a différentes voies. La principale voie qui est privilégiée par les agriculteurs, c'est la diversification des cultures. Et ces aides sont importantes à aller chercher si vous souhaitez maintenir votre revenu PAC d'avant 2023. On verra néanmoins que parfois, ce n'est pas intéressant économiquement d'aller chercher ces aides si vous avez des cultures à forte valeur ajoutée. Un nouvel éco-régime, également depuis 2 ans, c'est pour les bio. Voilà un éco-régime dans la réalité à 90 € par hectare. Pour accéder à ces aides, pour accéder aux différents étages de la maison, il faut ouvrir la porte. Si vous voulez faire ça dans les règles de l'art et surtout y accéder de manière conforme, en respectant la réglementation. La porte représente les règles de la conditionnalité à respecter, les bandes tampons le long des cours d'eau, les prairies permanentes, on verra ensuite qu'est-ce qu'il en est. Rotation des cultures, ça c'est un point très important qui n'a pas été pris en compte par un certain nombre d'agriculteurs. Et les surfaces productives, c'est-à-dire la jachère. Et ce qu'on peut rappeler là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de jachère obligatoire depuis l'année passée. En tout cas, il n'y aura pas de jachère, il n'y aura plus de jachère obligatoire jusque 2027, qui est la date annoncée par la prochaine PAC. Alors, les bandes tampons sont le long des cours d'eau et à côté des habitations également. Faut préciser les deux. Oui, bandes tampons et aussi le long des habitations, ce sont les ZNT riverains, effectivement. Un point important qui peut concerner quelques exploitations, les exploitations de moins de 10 hectares de SAU ne sont pas soumises au respect de ces règles de conditionnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction si les agriculteurs ne les respectent pas. On parle des règles de conditionnalité, donc on parle de la réglementation PAC. Les épandages d'azote, etc., ce n'est pas la réglementation PAC, et donc là, même les petites exploitations sont soumises au calendrier d'épandage. Règles de conditionnalité, donc le premier pavé, donc là, on va voir tout ce qui permet d'ouvrir la porte de manière conforme et de ne pas rentrer par effraction dans la maison, si vous voulez, c'est-à-dire de ne pas risquer une pénalité ou des pénalités PAC. Ce qu'il faut savoir, il y a 3 prérequis, si vous voulez, à la perception des aides PAC. C'est des prérequis que vous connaissez. Premier point, certificato. Il faut avoir son certificato. Donc, les agriculteurs, c'est le certificato qui s'appelle DEA, décideur en exploitation agricole, qui permet d'acheter des phytos. Il y a 1 an encore, on parlait du conseil stratégique phyto. Certains d'entre vous l'ont sûrement passé, puisqu'il y a 20% des agriculteurs en Hauts-de-France qui l'ont passé. Le CSP, donc, pour son petit nom, a été supprimé. C'était une demande forte de la profession. Suite à ça, il y a eu un chamboulement réglementaire et aujourd'hui, on est dans un flou. C'est-à-dire que pour toute une partie des agriculteurs et des adhérents, on est dans une période blanche.
Donc, les agriculteurs qui ont une date de fin de certificat entre le 10 avril 24 et le 1er mai 2025, sur votre papier draft, si c'est une date de fin de certificat qui tombe dans ce créneau-là, vous avez une prolongation d'1 an automatiquement du certificat sans nécessité de repasser la formation. Donc, les agriculteurs concernés ont été déjà intégrés au niveau des outils informatiques UNEAL de manière automatique. Pour ce qui se passera après le 1er mai 2025, donc voilà, j'ai une fin de certificat par exemple au 20 juillet 2025. Normalement, logiquement, je dois renouveler mon certificat, mais aujourd'hui, on ne sait pas si ça sera le cas. Est-ce qu'il y aura effectivement un renouvellement pour ces agriculteurs-là? Est-ce qu'il y aura des nouvelles périodes de prolongation? Parce que vous savez bien que voilà, le gouvernement n'est pas encore stabilisé et le dossier certificat n'est pas un dossier qui est sur le haut de la pile au niveau du ministre de l'Agriculture, de la ministre de l'Agriculture. Local phytosanitaire, c'est un prérequis pour respecter la PAC, c'est-à-dire en cas de non-conformité. Par exemple, si vous manque une rétention, il vous manque l'aération, la porte n'est pas fermée à la clé, l'affichage n'est pas fait, les produits CMR ne sont pas classés à part, ça peut être autant de sources de non-conformité et donc de pénalités PAC potentielles, 3% de pénalité. Dernier point, le contrôle technique. N'hésitez pas à solliciter vos technicos et vos agents d'exploitation. À partir de février et mars, on met en place, comme depuis 2 ans, des contrôles techniques dans les silos. Alors, pas tous, mais rapprochez-vous de vos contacts habituels pour passer votre contrôle pulvé. C'est obligatoire tous les 3 ans. Pour un pulvé neuf, c'est au bout de 5 ans. Jean, je te laisse dire un mot là-dessus. Non, au niveau des pulvés, on voit quand même de nombreux pulvés qui sont pas toujours bien réglés au niveau des buses avec des variations importantes de débit entre différentes buses et quand on voit des désherbages, surtout aujourd'hui les effets phyto, etc. Je pense que quand on a une bonne pulvérisation, le résultat est bien meilleur et ça évite des sous-dosages ou des surdosages. Donc, même si c'est quelquefois une partie réglementaire, et le réglementaire, c'est toujours pas toujours bien perçu au niveau des agriculteurs, mais là, il faut quand même, je pense, c'est important d'avoir un pulvé en bien réglé et performant pour avoir une efficacité au niveau des traitements. Concernant la jachère, pour aller à l'essentiel, et je l'ai déjà dit, pour cette campagne, il n'y a pas de jachère obligatoire. La jachère, c'est ce que le ministère, la DDTM appelait une surface non productive. Donc, il y a 1 an, il y avait obligation encore de 4% de jachère ou et d'arbres sur terre arable. Il y a 1 an, il y avait déjà eu une dérogation, c'est-à-dire il n'y avait pas réellement de jachère obligatoire, mais voilà, il pouvait y avoir des alternatives mises en place. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de surface à consacrer à la jachère de manière obligatoire par rapport à PAC cette campagne. Néanmoins, on verra après par rapport aux éco-régimes, il peut y avoir un intérêt à avoir de la jachère pour l'éco-régime, c'est-à-dire pour aller chercher 60 ou 80 € par hectare. Il peut rester un intérêt donc à ce niveau-là. Effet collatéral, je dirais, de la suppression des jachères, c'est qu'il n'y a plus non plus, depuis cet automne, et donc chaque automne d'ici 2027, il n'y a plus l'obligation d'avoir des couverts double espèce. C'est les couverts, vous vous rappelez probablement, qui s'appelaient couverts SIE. Donc SIE parce que double espèce, interdiction de phyto dessus. Donc là, c'est la réglementation PAC. Néanmoins, pour les couverts végétaux, il y a toujours obligation d'en mettre, donc mettre des CIPAN pour la directive nitrate. À partir de cette année, c'est pour le 20 septembre. Toutes les cultures de printemps, après avec sol ou autre, doivent être couvertes sur la période automnale. Donc, date du 20 septembre respectée pour les couverts végétaux cette année. Quelques mots au niveau technique sur les couverts végétaux avec Jean.
Oui, donc l'intérêt, bien sûr, c'est par rapport à l'érosion, garder les différents éléments qui peuvent avoir une minéralisation au niveau de la période automnale. Tenir la matière organique, hein, parce que je vais dire dans nos régions, en Nord-Pas-de-Calais principalement, on est avec des taux de matière organique relativement bas, et trouver de la matière organique aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus compliqué. Et remonter les taux de matière organique, c'est aussi bien compliqué, avec des changements d'assolement qu'on est en train de vivre avec l'augmentation des surfaces de pommes de terre, de légumes, etc. Dès là, également, eh ben, le taux de matière organique va être un point très important dans nos années à venir. Donc, améliorer la structure, bien sûr, avec l'effet des racines au niveau des cipants, hein, et garder la fertilité biologique de nos sols avec les différentes espèces qui vous sont proposées au niveau de la COP. Donc, par rapport à ça, hein, au niveau des couverts, plusieurs typologies d'exploitation. Entre je suis éleveur et j'ai beaucoup d'engrais de ferme, fumier, lisier, etc. Donc là, la matière organique n'est pas un point crucial pour vos exploitations. Après, je suis céréalier et j'ai peu d'engrais de ferme. Ou, dernier, j'ai les cultures industrielles et j'apporte beaucoup d'intrants. Voilà. Et donc, par rapport à ces typologies d'agriculteurs, le choix d'un cipant sera différent. Vos intérêts sont différents. Donc, au niveau d'éleveur, et que j'ai beaucoup de matière organique, autant intérêt de mettre des protégés. Donc là, je mets des crucifères pour capter l'azote des engrais de ferme. C'est un développement végétatif important. Je suis céréalier et mon intérêt, c'est, entre guillemets, d'essayer d'importer le maximum d'azote, je vais dire, élevé par les légumineuses avec les nodosités. Et dans ce cas-là, j'implante des mélanges avec les légumineuses. Et au niveau de l'agriculture, agriculture industrielle, je choisis les espèces qui sont pas en concurrence ou qui peuvent pas avoir un intérêt négatif sur les cultures de printemps qui suivent, que ce soit la pomme de terre ou les légumes. Donc, invite différentes possibilités de mélange, hein. Donc là, le premier, c'est radis, facélie, veste, hein. Donc un radis et une facélie qui poussent assez rapidement, et la veste qui a l'intérêt pour au niveau de l'azote prélevé au niveau de la veste. Les rotations betterave, pommes de terre, plutôt un radis, facélie, hein, pour éviter d'avoir un effet négatif au niveau des pommes de terre qui suivent. Au niveau azote, au niveau système céréalier, donc un mélange multiple moutarde, deux espèces de moutarde, l'évesse commune et l'élu, trèfle d'Alexandrie, facélie. Voilà, et pour tout système un peu passe-partout. Donc, je ne sais pas si du mélange, voilà, avoine, veste, moutarde, facélie. Voilà, ça. Suivant votre typologie d'agriculteur, ben, vous pourrez prendre le choix de telle ou telle espèce. Merci Jean. Et lors de la prochaine visio concernant la directive nitrate, c'est couvert, zone d'action renforcée et épandage. On verra en détail la nouvelle réglementation sur les couverts. Donc, c'est vrai, il y a la date du 20 septembre à respecter, mais après, il y a différentes précisions et certains cas par rapport à des récoltes tardives. Par exemple, je récolte ma betterave en octobre. Derrière, qu'est-ce que je dois faire? Donc ça sera abordé lors de la prochaine vidéo sur la nouvelle directive nitrate. On en revient à la réglementation PAC concernant la BCAE 8. Donc c'est une règle qui concerne les haies, les bosquets, les mares, ce qui s'appelle les particularités topographiques. Donc, dès lors que vous avez des haies de moins de 10 mètres de large, des bosquets et des mares de moins de 50 arts, donc généralement, s'il n'y a pas eu d'oubli, c'est des surfaces qui sont numérisées dans votre télépack en tant que SNA, surface non agricole. Il est interdit aujourd'hui d'arracher les haies. Il est toutefois possible de demander une autorisation pour les déplacer, auquel cas il faut en faire la demande à la DDTM.
qui généralement viendra sur place pour faire un constat et voir l'impact. Ce qui est nouveau depuis un an, c'est la période d'interdiction de taille des haies et des arbres. Dorénavant, cette taille est interdite entre le 13 mars et le 15 août, c'est-à-dire une période un peu plus allongée qu'avant. Vous voyez les dates, avant c'était entre le 1er avril et le 31 juillet. La raison à cela, c'est les périodes de nidification. C'est possible néanmoins de tailler les haies en période interdite si vous avez un papier, vous avez une autorisation de la mairie qui vous y autorise pour des raisons de sécurité par rapport aux voitures, par rapport à une route qui serait moins visible et qui entraînerait un risque d'accident à cause d'une haie qui aurait trop poussé. Concernant les jachères, donc on l'a dit, les jachères ne sont plus obligatoires. Néanmoins, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des jachères et on verra après, elles peuvent être utiles par rapport à l'éco-régime. Les jachères classiques sont implantées au 1er mars jusqu'au 31 août. Les jachères mellifères, donc qui doivent être constituées de 5 espèces différentes, implantation pour le 15 avril jusqu'au 15 octobre. Depuis de nombreuses années, il y a des périodes de fauche et de broyage interdits des jachères. Vous avez ces périodes pour les 3 départements couverts par la coopérative. Et à la gamme, vous avez ce qui apparaît à l'écran, plusieurs mélanges de jachères classiques ou jachères mellifères. Un rappel concernant le classement des jachères. Ça, c'est un sujet qui n'est pas forcément évident, donc n'hésitez pas à vous reposer sur les techniciens à la coopérative, voir vos contacts au niveau des organismes qui vous font la PAC, si ce n'est pas la coopérative Serre France, par exemple. Classement PAC des jachères. Donc, les jachères qui sont inférieures à 5 ans, qui étaient inférieures à 5 ans en 2022, c'est-à-dire juste avant cette nouvelle PAC, classées en J5M, elles sont classées dorénavant en code JAC, JAC. Vous savez que les jachères supérieures à 5 ans en révolu, c'est-à-dire les jachères à partir de la 6e année, donc le 1er janvier de la 6e année, classées en J6P, basculent en prairie permanente. Néanmoins, il y a des jachères qui, à l'époque, donc avant 2022, qui étaient déclarées en SIE, donc des jachères sans produits phyto, et qui, depuis 2022, si elles ont été classées en jachères IAE, donc c'est-à-dire si elles sont valorisées par rapport à l'éco-régime, donc elles permettent d'avoir des points sur l'éco-régime. Dans le cas, ces jachères, même supérieures à 5, 6, 7, 8 ans, elles peuvent toujours rester jachères et elles ne sont pas converties en prairies permanentes. Rotation des cultures, point très important qui est un petit peu passé à la trappe. Alors, c'est une règle qui avait été annoncée lors de la sortie de la nouvelle PAC en 2023, mais c'est passé un petit peu à la trappe parce qu'il y avait une échéance en 2025, pour en tout cas une partie de la règle qu'on va voir. Dans cette règle de rotation des cultures, alors déjà, on parle de rotation des cultures parce que la PAC, pour répondre à l'Europe, à l'enjeu biodiversité notamment, impose une rotation des cultures, qui dit rotation des cultures au sens du ministère, au sens des organismes type l'OFB ou les DREAL, qui dit rotation des cultures, dit plus de biodiversité. Donc, forcément, la PAC qui se veut plus verte qu'avant oblige à une rotation des cultures ou en tout cas à des alternatives permettant ça. C'est une grosse contrainte. Si vous ne l'avez pas en tête, soyez bien attentif. Il y a 2 règles par rapport à cette rotation des cultures. La première règle se situe au niveau de l'exploitation et chaque année. C'est-à-dire, d'une année sur l'autre, il faut au moins 35% des surfaces labourables en rotation. Si on va tout de suite à la ligne concernant l'exemple, si vous avez, pour les maïsiculteurs, mais c'est un exemple facile à expliquer, puisque si on prend 100 hectares de terre arable, c'est-à-dire il faut maximum 65 hectares qui ne bougent pas. Donc les maïsiculteurs pourraient avoir maximum 65 hectares en permanent, et donc ça veut dire 35 hectares qui devraient bouger. Alors là, on est dans la partie annuelle. Donc les agriculteurs qui ne peuvent pas avoir 35% de rotation, dans ce cas-là, la seule alternative pour cette première sous-règle est de mettre un couvert hivernal
Un couvert hivernal, en fait, c'est une culture. Alors, une culture, ça peut être un couvert au sens couvert végétaux, peu importe l'espèce, peu importe le nombre d'espèces. Donc, mise en place d'un couvert entre les deux maïs, on va dire ça comme ça, entre le 15 novembre et le 15 février. Donc, ça, c'est le premier critère annuel. Et ce qui peut paraître encore plus contraignant, c'est ce qui suit. C'est le deuxième critère concernant cette BCAE 7. Et ce critère est regardé sur la période 2022-2025. Donc, juste avant la nouvelle PAC, sortie en janvier 2023, et 2025. Donc, il y a obligation de casser la rotation sur cette période. Donc, les parcelles qui étaient en 100% maïs, donc maïs au printemps 22, 23, 24, 25, ces parcelles-là, en tout cas les exploitations qui ont semé ces parcelles-là sans casser la rotation, sont exposées à un risque de pénalité. Concrètement, on va regarder le tableau en bas. Concrètement, si en 2022, ici, vous avez mis du maïs, 23 maïs, 24 maïs, 25 maïs, donc c'est tout le temps du maïs, c'est non conforme. Donc là, il y a un risque de pénalité. Sur cette pénalité, sur cette BCAE, la pénalité, c'est 3%. Il y a deux alternatives pour ne pas avoir de pénalité. C'est, si vous souhaitez, vous n'avez pas le choix, surtout, continuer à mettre du maïs tout le temps, on va dire, mais dans ce cas-là, de manière systématique, il faut mettre un couvert hivernal entre chaque maïs. Donc, depuis l'hiver 22-23 à l'hiver, là, en ce moment, réglementairement, il fallait mettre un couvert maïs entre les maïs. Cette année, jusqu'au 31 décembre et l'année passée, les agriculteurs pouvaient faire des demandes de dérogation pour cas de force majeure par rapport aux intempéries. Une autre alternative pour maintenir ces surfaces en maïs sans rotation, c'est casser la rotation avec une autre culture, c'est-à-dire avoir deux cultures différentes. Donc, 3 années de maïs ici, là, si vous voyez bien mon pointeur, et l'agriculteur qui, en 2025, mettra une autre culture, respectera cette règle sans pour autant avoir mis un couvert hivernal. Donc, les agriculteurs qui souhaitent mettre un maïs, donc l'année prochaine, en culture de printemps, qui ont du maïs depuis 2022 et qui, chaque hiver, n'ont pas mis de couvert ou n'ont pas fait la demande de dérogation par rapport aux conditions de semis du couvert, ceux-là sont exposés au risque. Je dis ça dans le sens où la DDTM, fin décembre, a communiqué sur le fait qu'en 2025, c'était l'année des contrôles par rapport à ce critère de conditionnalité. Vous voyez au-dessus qu'il y a des cas d'exemption de cette règle, notamment les toutes petites exploitations et les exploitations avec des surfaces très herbagères, supérieures à 75%. La luzerne, ici à droite, c'est un cas particulier parce que c'est une culture pluriannuelle, donc elle n'est pas soumise à ça. Elle peut rester plus de 3 ans en place sans, évidemment, mettre un couvert hivernal ou casser la rotation. Retournement des prairies permanentes. Donc ça, c'est un sujet très sensible qui revient chaque année. Et surtout, il y a des agriculteurs qui, chaque année, reçoivent un courrier d'administration leur demandant de ressemer. Pour aller à l'essentiel, on va faire court. Cette année, c'est possible de retourner les prairies permanentes. Pour ça, il y a une marche à suivre. Pour rappel, les prairies permanentes, c'est soumis à 2 réglementations. Déjà, la réglementation PAC. Donc, cette année, c'est autorisé pour 2025 de retourner les prairies, voire les déplacer. Il y a aussi la réglementation nitrate qui, elle, autorise aussi le retournement, sauf dans des périmètres particuliers. Ce sont les 4 points à l'écran, donc les périmètres de protection de captage, les aires d'alimentation de captage, les parcelles avec une pente supérieure à 7% et les zones humides. Cette année, si vous souhaitez retourner les prairies, ce qu'il faut faire obligatoirement, c'est la consigne de la DDTM, c'est faire une demande de retournement sur un site en ligne, donc sur la démarche simplifiée. Donc sur le site qui s'appelle Démarche simplifiée, vous avez les liens juste à côté. Vous aurez la présentation, donc vous pourrez cliquer a posteriori sur ces liens et aller voir. Donc pour le Nord, vous pouvez déjà faire la demande. Pour le Pas-de-Calais, c'était prévu d'être ouvert ce site à partir du 20 janvier, ce n'est pas encore le cas. Pour le 80, également, ce n'est pas encore ouvert. Mais faites la demande, la DDTM doit vous répondre sous 2 mois, voire beaucoup plus rapidement que ça, normalement.
Et dans ce cas-là, vous pourrez retourner vos prairies facilement si c'est inférieur à 4 hectares. Donc, faites les demandes sans difficulté si c'est des demandes à 4 hectares. Si c'est des demandes supérieures à 4 hectares, là, ça devient plus compliqué. Vous pouvez quand même faire la demande sur les mêmes sites, mais dans ce cas-là, il y a des critères de priorité qui apparaissent. C'est-à-dire, supérieur à 4 hectares, c'est d'abord les agriculteurs en difficulté qui pourront avoir une autorisation. Les éleveurs avec beaucoup de prairies et de surfaces herbagères, supérieures à 75%. Les JA sous condition. Donc, la préconisation, c'est plutôt de faire la demande cette année, déjà de manière générale, parce qu'année prochaine, on ne sait pas si ça sera à nouveau autorisé. Et pour des surfaces inférieures à 4 hectares, vous aurez une autorisation, sauf dans les périmètres interdits, on va dire. Par exemple, périmètre de captage. En parlant des prairies, il y a une autre BCAE là. Donc, BCAE, c'est une bonne condition agro-environnementale. Les prairies qui sont situées dans les zones Natura 2000. Donc, c'est des zones classées par l'Europe pour la protection de la biodiversité. Donc là, vous avez un zoom là, sur la zone du côté de Marchienne, dans le nord, si je ne me trompe pas. Et vous voyez, en orange, il y a plein de confettis, on va dire ça comme ça, orange. Ce sont des prairies en zone Natura 2000. Il y en a beaucoup sur le territoire. Normalement, vous savez, par le fait d'avoir reçu un courrier, que vous êtes en zone Natura 2000 ou pas. Et depuis octobre, il est possible de retourner ces prairies sans condition, c'est-à-dire il faut quand même avoir beaucoup de prairies permanentes et 25% de prairies sensibles dans l'assolement situées en zone Natura 2000. Auquel cas, si vous souhaitez les retourner, il faut faire la même démarche que préalablement, c'est-à-dire faire la demande sur les sites en ligne dont j'ai parlé juste avant. Bande tampon le long des cours d'eau. Alors là, il y a quelque chose qui ne change pas et quelque chose de nouveau. Ce qui ne change pas, c'est ce qu'avait précisé Jean tout à l'heure. Il y a toujours obligation d'avoir des bandes enherbées, comme sur la photo, le long des cours d'eau BCAE, des cours d'eau PAC, on va dire, sans phyto, sans engrais, ni entreposage de matériel sur ces bandes enherbées. Donc là, c'est de la vraie bande enherbée au sens semi, couvert végétal. Ce qui est nouveau et très contraignant, c'est que maintenant, le long des canaux d'irrigation et des fossés collecteurs de drainage, il y a aussi obligation non pas d'avoir une bande enherbée physique, mais d'avoir une ZNT, un petit peu comme les ZNT aquatiques, en fait. Hein. Ça revient à ça. Mais des ZNT aquatiques sur ces fossés collecteurs de drainage. Donc, ZNT de 5 mètres pour les phytos et pour les engrais, ZNT aussi engrais de 5 mètres. Donc là, pas forcément une bande tampon, mais interdiction d'épandage sur 5 mètres, le long des fossés collecteurs de drainage. Ce qui fait foi par rapport à la cartographie, j'ai mis tout ça là, ce qui fait foi, c'est les cours d'eau donc officiels. Ici, à gauche, vous avez tous les cours d'eau pour les 3 départements, les cours d'eau PAC, que vous retrouvez sur Télépac, et sur aussi nos logiciels de traçabilité comme WeUse. Et après, il y a une deuxième cartographie officielle, c'est la cartographie des ZNT, c'est-à-dire les cours d'eau pour lesquels il y a une ZNT phyto à respecter, donc les 5 mètres qu'on voit souvent, qu'on voit même systématiquement sur les produits phyto, mais aussi cette carte fait foi pour les fossés collecteurs de drainage. Voilà. Si vous avez des remarques en allant sur ces cartes, par exemple, vous voyez votre parcelle avec un cours d'eau en plein milieu ou un fossé collecteur de drainage sur la carte, alors que dans la réalité, il n'y a rien. Voilà, il y a votre champ de maïs tout plat. Il ne faut pas hésiter à remonter cette erreur à la DDTM. Normalement, le contrôleur, il se rendra compte que, évidemment, il n'y a qu'à constater qu'il n'y a pas de cours d'eau, mais il vaut mieux quand même le transmettre au préalable en contactant la DDTM pour éviter qu'il y ait du flou lors d'un contrôle. Donc là, vous avez un exemple à droite là, de cours d'eau BCAE et vous avez des cours d'eau ZNT. Parfois, les deux types de cours d'eau se confondent, mais parfois, il n'y a qu'un cours d'eau ZNT et pas de cours d'eau BCAE avec obligation de bande enherbée. Tourbière et zones humides. C'est aussi nouveau, c'est-à-dire les parcelles qui sont en zone humide et en sol tourbeux. Depuis cette année, il y a une réglementation qui se met en œuvre. Néanmoins, il n'y a pas de cartographie officielle encore des zones humides et des tourbières. Là, je vous ai mis à droite la carte des zones humides. C'est une carte DREAL qui n'est pas récente.
Donc, on voit, il y a une manière assez intuitive que les zones humides sur le Dunkerquois, les marais autour de Douai, effectivement, l'Avesnois, c'est des zones humides. Mais officiellement, il n'y a pas de carte encore des zones humides. Pareil pour les tourbières. Néanmoins, pour anticiper, vous ayez en tête, si vous êtes concerné ou vous avez un doute, il y a, mais vu qu'il n'y a pas de carte, normalement, il n'y a pas de sanction possible, il y a interdiction de remblai et de dépôt en tout genre dans ces zones humides, dans les tourbières. Et pour les tourbières en particulier, interdiction de prélèvement, de boulage de tourbe. Voilà, ça concerne peut-être pas énormément d'agriculteurs, mais c'est des informations qu'il faut avoir en tête, simplement pour en parler à vos voisins ou pour alerter d'autres agriculteurs si vous le souhaitez. On finit la partie conditionnalité, c'est-à-dire le fait d'ouvrir la porte pour ensuite aller toucher les aides, par la conditionnalité sociale. Avant, pour les chefs d'exploitation qui avaient des salariés, voilà, ils pouvaient avoir mise en défaut de ces exploitations par rapport au code du travail, c'est-à-dire pour des périodes d'essai inférieures à 6 mois, des contrats de travail pas écrits, il peut y avoir des sanctions au niveau code du travail. Depuis 2 ans, ce qui est nouveau et ce qui est encore contraignant en plus, c'est la possibilité d'avoir des pénalités PAC pour non-respect de cette conditionnalité sociale. Et je vais m'attarder que sur un point. Concernant les EPI, en tant que chef d'exploitation, avec salariés, vous devez fournir des EPI et veiller à ce qu'ils les utilisent. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez être embêté du point de vue droit du travail, mais surtout pénalité PAC de 3%. Ça me permet de vous rappeler que vous avez ou vous aurez très prochainement, vous recevrez, pardon, très prochainement, si ce n'est pas le cas, le catalogue EPI et équipement 2025 au niveau de la coopérative. Très important de porter des EPI pour vos salariés. C'est aussi très important de porter des EPI concernant l'homologation des produits, comme le CORIT. Peut-être qu'un jour, il ne sera plus autorisé parce que trop de maladies professionnelles auront été remontées suite à l'utilisation de ce produit sans gants, par exemple. Donc, porter des EPI au maximum. Et par rapport aux cartouches au niveau des masques, ne pas oublier de les changer régulièrement. Parce qu'on voit beaucoup de pays dans les locales ou à côté des locaux et qui ne sont pas renouvelés au niveau des cartouches, au niveau des masques. Merci Jean. Le masque, effectivement, c'est 40 heures d'utilisation maximum. Et dès lors que c'est ouvert, c'est 6 mois. Pour vérifier qu'un masque fonctionne encore, vous mettez votre masque, vous faites du déo, par exemple, et si vous ne sentez pas le déo, bah, évidemment, c'est que le masque fonctionne encore. Très important. Je rebondis là juste là sur le local phyto. Tout à l'heure, à la fin, on parlera d'un document qui vous a été envoyé. Dans ce document, ce qui s'appelle le guide réglementaire, vous avez toutes les règles de rangement du local phyto avec un QR code vers une vidéo. Donc, vous aurez toutes les informations sur le local phyto par ce biais. Ça correspond à votre demande tout à l'heure dans le nuage de mots. Vous avez en récap ici, à tête reposée, si vous souhaitez aller regarder ça, vous avez pour chaque règle de conditionnalité qu'on a évoquée, je n'ai pas tout évoqué, j'ai évoqué les principales, vous avez le risque de pénalité. Donc, regardez pour le contrôle pulvé, par exemple, si vous n'avez pas fait de contrôle pulvé depuis, que vous devez le faire depuis entre 1 et 3 ans, là, vous avez un risque de pénalité de 3%. Et la deuxième colonne, c'est à récidive. Si à nouveau vous êtes contrôlé et que vous n'avez toujours pas fait votre contrôle pulvé, vous avez 5%. Donc, voilà, vous pouvez regarder ça pour être au courant de toutes les règles que je n'aurais pas listées à l'écran. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur ce dossier PAC ? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc là, on considère qu'on a ouvert la porte de la maison, donc on peut accéder aux aides. On ne va pas parler des aides de base comme le DPB, on va parler surtout des éco-régimes, comme je disais, qui sont des aides qui sont nécessaires à aller chercher pour certaines exploitations pour maintenir le revenu PAC d'avant. C'est-à-dire que les éco-régimes remplacent le paiement vert d'avant. Ça doit vous parler, ce terme, le paiement vert, qui était lié au respect des SIE, 5%, pas retourner les prairies permanentes,
et aussi la diversité de cultures à partir de 30 hectares. Il fallait trois cultures de mémoire, je crois. L'éco-régime, déjà, il faut aller chercher. C'est-à-dire, dans la déclaration PAC, il faut bien indiquer je souhaite bénéficier d'éco-régime. Et du coup, ça sera permis si vous respectez certains critères qui sont remplis au niveau de Télépac. Mais selon les cultures, ce n'est pas forcément intéressant. On le verra tout de suite après avec Jean. L'éco-régime, il y a 3 niveaux d'éco-régime. J'ai dit tout à l'heure, les montants constatés, c'est 45, 62, 92 euros. 92 euros pour les bio. Donc, l'enjeu, c'est d'aller chercher 45 euros, voire 62. Peut-être pour l'année 2025, les montants vont augmenter. Mais aujourd'hui, on ne le sait pas. C'est d'aller chercher ces montants-là. Pour aller chercher 45 euros, il faut 4 points sur une grille de points qu'on va voir après. Et 62, il faut au moins 5 points. Pour les bio, il n'y a pas de système de points. Il faut être bio ou en conversion. En mixte, ça ne marche pas. L'éco-régime, il y a 3 voies d'accès. Et après, je laisse la parole à Jean sur la slide qui suit. La première voie d'accès qui est choisie par beaucoup d'agriculteurs, c'est la voie des pratiques, en fait. C'est aller chercher ces revenus-là complémentaires, revenus entre guillemets, par la diversité des cultures. Donc, en fonction du nombre de cultures que vous avez, vous pouvez obtenir 4 points, c'est-à-dire 60 euros par hectare, si on arrondit au chiffre inférieur, ou 5 points. Ce qui n'est pas souvent connu, c'est que pour avoir l'éco-régime grâce à la diversité des cultures, il faut aussi ne pas avoir labouré trop de prairies permanentes. Donc, il y a le « et », c'est-à-dire « et ne pas avoir labouré plus de 10% ou 20% de prairies permanentes ». Alors, avec la réglementation sur les prairies permanentes, même si cette année c'est autorisé, manière autorisée, c'est très peu probable que vous retourniez plus de 10% de prairies permanentes par rapport à N-1. Et il faut aussi, pour les exploitations qui ont des cultures pérennes, notamment les vergers, il faut aussi qu'il y ait un certain pourcentage d'enherbement. Voilà, et ces 2 conditions, prairies et enherbement sur culture pérenne, c'est des conditions préalables à toucher les éco-régimes grâce à la diversité de cultures classiques, blé et pommes de terre. Vous pouvez accéder à l'éco-régime par la voie de la certification. Donc, certification environnementale de niveau 2+, ça correspond à 45 euros, ou la certification AGE qui a été en tout cas, qui s'est développée il y a quelques années, un peu moins aujourd'hui. Être AGE, ça permet directement d'accéder aux 80 euros théoriques sans se soucier, entre guillemets, de la diversité des cultures. Il y a une troisième voie. Ah oui, tout en bas, ce qui apparaît, c'est que si vous avez des haies, vous pouvez toucher un bonus haies si vous avez des haies, mais gérées avec un plan de gestion labellisé. Donc, c'est assez contraignant. Néanmoins, aujourd'hui, les haies sont subventionnées, voire même subventionnées parfois à 100%. Donc, voilà, si vous souhaitez, vous pouvez aller grappiller 7 euros par hectare avec une grille d'équivalence en linéaire par rapport à la surface grâce aux haies. Une dernière voie pour accéder aux éco-régimes, c'est ce qu'on appelle la voie des IAE non productives. IAE, donc c'est anciennement SIE, c'est-à-dire infrastructure agroécologique. C'est-à-dire, si vous avez entre 7 et 10% d'équivalent et arbres jachères par rapport à la SAU, vous pouvez obtenir le niveau 1, c'est-à-dire, si vous suivez bien, 45 euros par hectare de SAU d'éco-régime. Si vous avez plus de 10% d'équivalent IAE, c'est-à-dire, encore une fois, et arbres, etc., sur terre, sur SAU, il y a aussi une condition sur terre arable qui est à confirmer, vous pouvez accéder directement au niveau 2. Cette voie-là ne concerne pas beaucoup d'agriculteurs, a priori, et le retour que j'ai d'administration et de la Chambre, c'est que cette voie-là, à aujourd'hui, certains sont peut-être concernés là dans la visio, n'est pas encore payé. L'éco-régime pour la voie des IAE n'est pas encore payé, alors que le solde des aides PAC, normalement, c'était en décembre. Et je laisse la parole à Jean pour détailler les points amenés par chaque culture. Alors, au niveau des cultures, comment obtenir, à la rigueur, le minimum de 4 points pour arriver au premier levier, par rapport à la diversification de la somme. Donc, il y a les céréales. Donc, il y a une distinction entre les céréales d'hiver et les céréales de printemps. Je m'explique, que ça soit du blé ou de l'escourgeon semé à l'automne, ça n'apportera qu'un point. Le blé et l'escourgeon ou l'avoine, ça n'apportera qu'un point. Quand aujourd'hui, si vous avez du blé et que vous le semez au mois de janvier,
eh ben, il sera en céréales de printemps. Donc, vous auriez éventuellement un point pour les céréales d'automne. Par contre, aujourd'hui, si vous avez un peu de blé, un peu d'orge ou un peu de maïs, si vous additionnez tout ça et vous êtes à plus de 10% de votre SAU, vous avez un point supplémentaire. Au niveau des plantes sarclées, donc toutes les plantes sarclées, dont betterave, sucrière, fourragère, potagère, plus les pommes de terre, si vous êtes à 10% de cette solde de SAU, ça nous apporte un point. Ensuite, au niveau des oléagineux de printemps, donc principalement chez nous, c'est le colza. Donc là, c'est minimum 7% de votre SAU, et là aussi, ça vous apporte un point. Les céréales, les oléagineux de printemps, chez nous, c'est extrêmement rare. Donc on va passer, c'est principalement le tournesol, mais chez nous, c'est pas le cas. Donc voilà au niveau des différentes cultures principales aujourd'hui qui peuvent apporter des points. Et après, vous avez le bonus au niveau des prairies permanentes. Hein, donc entre 10% et 40% de prairies permanentes sur votre SLU, ça vous apporte un point. Sur de 40 à 75, c'est 2 points. Et plus de 75% de la SAU, c'est 3 points. Et après, il y a le cas au niveau des légumineuses, protéagineux. Donc, vas-y, Sébastien. Je passe tout à l'écran, comme Donc, ça tu donc, peux. donc, ouais, donc, au niveau des fixatrices d'azote, hein, principalement chez nous, la luzerne, les pois, quels que soient les pois, hein, que ce soit les pois protéagineux ou les pois de conserve, les lentilles, les lupins et les fèves. Et donc là, c'est soit 5% de votre SAU en dessous de 10 hectares, en dessous de 100 hectares, et 5% au-delà de 100 hectares, ça vous apporte 2 points. Et après, plus de 10% de votre surface cultivable, ça vous apporte 3 points. Donc, en résumé, si vous avez du blé, du maïs, des pommes de terre, en gros, patates ou betteraves, ça vous apporte 3 points. Pour avoir le point supplémentaire ou les 5 points, il vous faut soit du colza, et dans ce cas-là, vous avez 4 points, ou si vous voulez avoir des points supplémentaires, il faut mettre une fixatrice d'azote, une culture fixatrice d'azote, soit de la luzerne, soit des pois, soit des fébroles, pour avoir 2, voire 3 points. Et dans ce cas-là, vous êtes à 5 points, voire plus, mais au-dessus de 5 points, c'est pas la peine d'y aller, vous n'aurez pas de points d'argent supplémentaires. Donc, l'idéal, c'est au moins d'arriver à 4 points, et le bonus, c'est 5 points, mais c'est pas la peine de vouloir gratter encore des points supplémentaires. Ce qui est possible, hein, mais ça ne vous pas, entre guillemets, d'argent supplémentaire au niveau de vos prix de pack. Donc au niveau des autres cultures, on en a parlé un petit peu, il y a aussi le lin, hein, aujourd'hui, qui peut apporter 1, voire 2, voire 3 points supplémentaires. Mais là, vous mettez tout en cumulé, hein, que ce soit les légumes, le lin, le maïs doux. Bon, après, les autres, on n'en a pas dans notre rayon d'activité. Ça peut vous apporter entre 1, 2, voire 3 points si vous avez de plus de 5%, 10 ou 25% de vos surfaces cultivables. Voilà, voilà, au niveau des points, au niveau de la PAC. Euh, je vous ai mis à l'écran en fait la grille de calcul qui vous permet de demander l'éco-régime par la voie des IAE, c'est-à-dire tous les éléments de biodiversité. Vous retrouvez ici par exemple la haie, là, les haies, 1 mètre linéaire, c'est 20 mètres carrés. Donc, si vous souhaitez travailler sur cette voie, n'hésitez pas à nous contacter. On a une calculette qui vous permet de, vous pouvez la télécharger aussi sur le site unial.com, qui vous permet de calculer si vous avez 10% de l'assolement en équivalent et arbres, etc., et que vous souhaitiez toucher l'éco-régime par cette voie-là, si vous ne pouviez pas le toucher par la voie de la diversité des cultures, comme vient de l'exposer Jean. Les primes couplées, c'est un moyen aussi de maximiser son revenu PAC, sachant que parfois les agriculteurs oublient, ou leur centre de gestion peut-être, ou voilà, ceux qui font un PAC, oublient de cocher prime couplée.
Et c'est vrai que lors de la première année de la nouvelle PAC, c'est-à-dire l'été 23, la DDTM a parfois appelé des agriculteurs pour leur suggérer, les informer, en tout cas confirmer qu'ils souhaitaient demander une aide couplée ou pas. Donc, les aides couplées végétales, il y a deux catégories. Il y a les légumineuses fourragères, donc destinées donc, aux animaux, au fourrage. Donc là, vous voyez à l'écran toutes les cultures, donc luzerne, trèfle, voilà, je ne vais pas tous les lister, permettent d'accéder à 150 euros par hectare max. C'est déterminé l'année N+1 en fonction de la demande, un peu comme l'éco-régime. Donc, ça peut être moins. Et cette aide est versée uniquement au titre de la première année de semis. Et depuis 2 ans, il y a le retour aussi de cette aide couplée concernant les mélanges de légumineuses fourragères à partir de 50% de légumineuses. La condition pour avoir ces aides, c'est être éleveur et avoir au moins un minimum de chargement, 5 UGB, ou avoir un contrat de vente avec un éleveur si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, hein, les agriculteurs qui n'ont pas d'élevage et qui ont de la luzerne, parce qu'ils ont une terre qui est difficilement cultivable, qui disent je mets de la luzerne, dans la mesure où ils se mettent d'accord avec un éleveur qui leur reprend la luzerne, ils ont droit à cette prime-là. À la gamme, il y a quelques exemples de mélanges éligibles pour justement les légumineuses en pur ou en mélange. Il y a une deuxième aide couplée végétale concernant là non plus le fourrage, mais la protéine végétale. On retrouve là-dedans, oui. Les cultures de vente, hein, aujourd'hui, c'est principalement les pois, les lentilles et les haricots secs, hein, donc avec un maximum de 104 euros maxi. Tout à fait. Et les légumes secs, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas de pois cassés, etc. Il n'y avait pas d'aide là-dessus sur les légumes secs. Févrole, pois, etc. Ouais, tout ce qui est à l'écran, si vous pouvez regarder ça à tête reposée, vous aurez la presse. Autre dispositif permettant à la fois de travailler sur la technique et d'améliorer son revenu, c'est les MAEC. Alors, les mesures agro-environnementales et climatiques, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Néanmoins, c'est des euros à hectare qui peuvent être sollicités, par exemple, par rapport, vous voyez à l'écran, par rapport à principalement des baisses d'IFT, mais ça peut être aussi des maintiens de prairies, des choses aussi liées à la consommation d'eau, alors en viticulture, mais voilà. Il y a tout un catalogue de mesures. J'en dirai pas plus, à part de vous indiquer que si vous souhaitez des informations là-dessus, n'hésitez pas à contacter pour le Nord-Pas-de-Calais la Chambre d'agriculture du Pas-de-Calais. Voilà. Je vous ai mis le contact, c'est Marie-Catherine Després, avec son portable et son mail. Pour la Somme, son homologue pour ce département, donc Monsieur Smeten. N'hésitez pas à les contacter pour avoir l'information. Il y a des réunions normalement d'information sur les MAE qui vont être organisées comme chaque année. Contactez-les si vous voulez en savoir plus. Si tu peux me confirmer, Sébastien, mais je pense que les gens qui sont à MAEC, c'est les pluriannuels, voire 4, voire 5 ans. C'est 5 ans, effectivement. C'est 5 ans. Donc, attention, quand vous allez dans ces contrats-là, vous êtes parti pour 5 ans. Hein. Avec quelquefois des baisses des IFT dégressives d'une année sur l'autre. Et c'est quelquefois un peu compliqué pour tenir des parcelles propres et garder le potentiel de vos cultures. Il y a une MAE qui a été lancée il y a 2 ans, MAE Transition, elle s'appelait. Donc là, ça vous permet d'avoir, alors, en théorie, 18 000 euros sur 5 ans. Si vous respectez un ou l'autre des critères suivants, le premier critère, c'est la baisse des émissions de carbone, des émissions de GS de 15%, ou baisser l'IFT. Donc, si vous êtes intéressé et prêt à activer des leviers techniques, vous pouvez y aller. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des mesures quand même assez contraignantes sur la durée et du coup, tout ce qui est aléa climatique. Des rotations de culture pour certaines catégories d'ME aussi. Et vous voyez peut-être pour le clin d'œil, là, vous voyez que dans certains départements comme l'Alsace, il y a une MAE concernant la protection du hamster. Parce que là-bas, le hamster, c'est une espèce protégée. Donc, les agriculteurs qui souhaiteraient
le protéger, ils peuvent bénéficier d'aide. Voilà. Avant-dernier point, calendrier Pâques. Donc, calendrier Pâques depuis 2023, la grande nouveauté, c'est qu'il est possible de modifier sa déclaration Pâques jusqu'au 20 septembre. C'est ce que l'administration appelle le droit à l'erreur. Surtout, cette modification tardive par rapport à avant, ou retardée, permet effectivement de toucher les aides PAC, notamment les acomptes d'octobre, sans pénalité. Donc, ce que vous pouvez faire, et ce que certains ont déjà peut-être fait depuis le 1er janvier, c'est que vous pouvez déclarer vos aides animales. Pour les aides surface, donc éco-régime et autres, les aides couplées, ça sera à partir du 1er avril jusqu'au 15 mai que vous pourrez faire cette déclaration et contacter vos centres de gestion et UNEAL concernant ce dossier. Du coup, ce que je rappelle là, c'est que la déclaration PAC, c'est au 15 mai. Il peut y avoir des dépôts tardifs, mais jusqu'au 20 septembre, il est possible de modifier votre déclaration PAC. Alors, modifier la déclaration PAC, ça peut être lié à deux motifs. Soit vous la modifiez par vous-même parce que vous avez une modification d'assolement ou une modification administrative à faire, soit vous devez la modifier suite à une anomalie qu'a rencontrée l'administration dans votre dossier. L'anomalie qu'a rencontrée l'administration sur votre dossier PAC, elle peut être liée au contrôle satellite qui est en place depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il y a un contrôle satellite assez, assez strict, c'est-à-dire tous les 3 jours, le satellite passe au-dessus de vos parcelles. Ce qui est important, c'est que ce que vous déclarez en mai, faut que ça soit effectivement présent à la parcelle. Si vous avez déclaré du maïs, il faut que le maïs soit présent au 10 juin. Si le maïs n'est pas présent parce qu'il y a eu dégâts gibier ou que le maïs n'a pas levé parce que la parcelle ou un bout de parcelle est inondé, le satellite va le voir. C'est le système des feux tricolores. Donc, si le satellite voit un sol nu, entre guillemets, alors qu'il était censé avoir du maïs, vous aurez une alerte orange vous demandant de prendre une photo avec une application qui s'appelle l'application Télépac Géophoto et de renvoyer cette photo à l'administration. Vous pouvez vous appuyer sur vos conseillers PAC à ce sujet. Et dans le cas d'anomalies plus graves, c'est-à-dire vous avez effectivement prévu de mettre une culture, mais elle n'est pas là et qu'il n'y a pas de motif, dans ce cas-là, vous pouvez, et que vous demandez des aides du coup par rapport à cette culture puisqu'elle est dans la déclaration PAC, là, vous pouvez avoir un feu tricolore rouge, c'est-à-dire un risque de pénalité PAC. Et quand le satellite vous fait une alerte, vous devez ensuite, dans Télépac, modifier la parcelle s'il y a lieu. Et c'est à partir du mois de juin où vous recevez, si vous êtes concerné, les feux orange, les feux rouges, il n'y en a quasiment pas. Aucune crainte par rapport à ça. Il y a très, très, très peu d'agriculteurs qui ont reçu des feux rouges. C'est souvent des feux orange qui sont corrigés par l'agriculteur suite à une petite info d'administration. Dernier point, ça fait référence à la prochaine visio sur les nitrates qu'on va faire dans quelques semaines. Depuis juillet, le 31 juillet, donc en plein été, évidemment, une nouvelle directive est sortie. Donc, c'est la nouvelle réglementation sur les nitrates en Hauts-de-France, qui concerne la réglementation sur les couverts végétaux, sur les épandages d'azote et sur les zones d'action renforcée principalement. On abordera ça en détail donc, dans quelques semaines. Ce qu'on peut dire à aujourd'hui, et je laisse Jean prendre la suite là-dessus, c'est les dates d'apport. Donc, les dates que vous avez le droit d'apporter des engrais minéraux à partir du 1er février, escomptement, colza l'hiver, et sur le blé, c'est à partir du 15 février. Et par rapport à mon prairie 1er février, sol interdit pour l'épandage, sur sol gelé, bien sûr, interdit d'épandre des engrais minéraux. Petite rappel aussi au niveau des reliquats azotés. Le reliquat azoté est obligatoire pour un reliquat azoté par exploitation et bien sûr le faire avant votre premier rapport. Donc n'hésitez pas à le commander si vous ne l'avez pas encore fait pour qu'il soit fait
parce que c'est toujours la course au mois de février, les préleveurs sont entre guillemets débordés, vous voulez prendre vos premiers apports, et les reliquats sont pas faits. Donc, quelquefois, faites votre reliquat la première quinzaine de février pour que les préleveurs aient le temps de tout faire. En plus, souvent, à ce moment-là, quelquefois, le temps n'est pas favorable pour faire les prélèvements de sol, donc c'est quelquefois un peu compliqué. Donc, vérifiez bien que vous aviez bien un reliquat prévu, 2 voire 3, pour que les préleveurs peuvent commencer à tourner dans les parcelles. Voilà. Merci Jean. Dernière slide avant de répondre à vos questions, si vous en avez. Dernière slide pour vous dire, vous rappeler où trouver les informations réglementaires en général au niveau de la coopérative. Première chose, déjà, comme l'a précisé Léa, là, vous assistez à une visio en tant que signataire, on va dire ça comme ça, de l'offre Audacio Sérénité ou signataire de l'offre Audacio Pilotage des intrants avec l'option plan de fumure. C'est-à-dire, avec cette offre, voilà, vous avez accès à différentes informations, différentes prestations et surtout accès aux conseils des techniciens OAD, en particulier sur le sujet réglementaire. Ce qui est en cours d'acheminement, c'est le guide réglementaire que vous voyez à l'écran, que j'ai à côté de moi. Et dans ce guide réglementaire, vous avez toute la réglementation, en tout cas l'essentiel de la réglementation sur les nitrates, avec la nouvelle directive nitrate, sur la PAC, évidemment, on vient d'en parler. Donc, tout ce qu'on vient de dire, c'est résumé dans ce document. Sur les phytos, notamment ZNT, local phyto de manière détaillée, comme je disais, et aussi des informations sur les cours d'eau. Vous retrouvez la carte des cours d'eau, par exemple. Dans le Top Santé, vous pouvez également retrouver les aspects réglementaires en fonction de l'actualité culturelle sur le site unial.com. La calculette Excel qui vous permet de simuler l'assolement permettant d'avoir tel ou tel éco-régime, elle est sur Internet, sur unial.com, auprès de vos technicos. Et aussi, lors des réunions techniques, TechNidé, vous pouvez aussi entendre parler de réglementation et de pays. Je laisse la parole à Léa, peut-être, pour centraliser les questions, s'il y en a dans le chat, notamment. Il y en a une de Julie Cordier. Sait-on quels seront les moyens de contrôle de la bonne implantation des couverts dans le cadre de la monoculture? PPF ou image satellite, vérification des factures d'achat. Pour le contrôle des couverts, il y a les deux possibilités. Concernant les couverts au niveau de la PAC, c'est-à-dire les couverts obligatoires pendant l'hiver pour continuer à mettre du maïs tout le temps, j'ai envie de dire. Ça, c'est la réglementation PAC, donc du coup, il peut avoir contrôle satellite, puisque voilà, le satellite tourne aussi pendant l'hiver. Et il peut avoir, notamment sur les couverts, qu'on contrôle également des factures. Il peut avoir les deux cas. Il n'y a pas que le satellite, il peut aussi avoir contrôle sur place des factures. Les factures, généralement, c'est contrôlé quand il y a quand l'administration ou la DRAF voit un loup, on va dire. Ils en viennent aux factures quand, avant d'arriver à ça, ils n'ont pas trouvé, je dirais, d'éléments probants. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas par écrit ou oralement en activant votre micro. Léa, Nicolas de Brabant. Oui. On doit avoir un problème. Je t'ai envoyé une question par écrit, je vois que tu ne l'as pas reçue. C'est par rapport aux endives. Normalement, les producteurs de racines d'endives peuvent avoir 2 points avec leurs racines d'endives. C'est à partir de quel pourcentage? Ouais, bonne question. On va revenir en arrière. Je vais vous montrer la grille. Par rapport à ça, hein, ça revient sur les légumes. Et donc là, tu vois légumes. Légumes, si tu as 5% de ta SAU, tu as 1 point, 10% 2 points. Tout à fait. Ok, d'accord. Donc, les endives, ça rentre dans les légumes. Ok. Merci. Ouais, ça rentre dans les légumes, Nicolas. Merci. Par contre, légumes, si tu as du lin à côté, c'est sur la même catégorie. Ok, ouais, je me doute. Hein, si tu as des légumes, des endives et du lin, ça reste dans la même catégorie. Donc, mais si tu peux cumuler entre endives et lin, je vais dire 10%, tu as 2 points. Ok. Ça me fait penser à la question des doubles cultures, par exemple haricots et pois. Il n'y a qu'une surface qui compte en fait. Vous ne pouvez pas cumuler les 2 surfaces et les 2 ou 3 ou 2, les 1 ou 2 points respectifs. Voilà.
C'est une seule La culture culture, principale à c'est choisir. la culture principale déclarée à la PAC. Ouais. Et j'ai une question, peut-on avoir une copie du PowerPoint? Donc le support, alors déjà, vous allez recevoir le replay de la visio par mail. Il sera mis à dispo sur inel.com et le PowerPoint, on peut également le joindre à l'envoi ou le mettre en téléchargement sur inel.com. Et pour rappel, si vous avez bien reçu le guide réglementaire, vous avez quelques pages dédiées à la PAC. Donc n'hésitez pas à vous référer à ce document et puis à contacter aussi votre technicien pour toute question. En complément sur la partie prairie, vous avez aussi sur le top santé, oui, bientôt et déjà sur nial.com, un article sur le sujet avec les liens directement vous permettant de faire vos demandes de retournement de prairie, en tout cas dès lors que l'administration les aura ouverts pour le Pas-de-Calais et pour la Somme. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être avant de clôturer? Oui, Laurent Debloc, les oignons sont classés en légumes? Point d'interrogation. Les oignons, en fait, c'est classé en légumes, donc comme les endives, autre culture de terre arable. Donc, c'est 1 point à partir de 5%. Ce qui ramène, en fait, 2 points comme la luzerne. Le pois, c'est justement, ce sont les légumes protéagineux. Ce sont les protéagineux. Tout ce qui est légumes non protéagineux, donc endives, oignons, les deux exemples d'avant, c'est autre catégorie de TA, terre arable. 1 point à partir de 5%. J'ai d'autres questions. De Laurent Buet, y a-t-il indulgence en cas de dégâts de limaces ou de non-levée d'engrais verts? Alors, normalement, oui, et d'autant plus cette année. Alors, normalement, oui. Premier élément de réponse, c'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit la réglementation, c'est-à-dire nitrate, donc les couverts, ou la PAC, par exemple, rotation des cultures, impossible de mettre des couverts là pendant l'hiver, l'agriculteur peut toujours faire une demande de dérogation, on va dire personnelle, même s'il n'y a pas de dérogation générale, personnelle pour cas de force majeure. Et en plus, pas en plus, mais en complément, concernant les limaces, c'est un cas normalement de dérogation de cas de force majeure, justement. Voilà, l'agriculteur n'y peut rien, entre guillemets, il a semé, la météo fait qu'il y a beaucoup de limaces. Normalement, le contrôleur, dans ce cas-là, il est indulgent. Ça, c'est ce qu'a rappelé la DREAL, justement, à l'occasion de la présentation de la nouvelle directive nitrate. Mais ça joue aussi pour les couverts PAC entre maïs, par exemple. Donc, normalement, oui. Et dernière question, pour le moment, si les intercultures sont salies par du régras, par exemple, peut-on appliquer du glyphosate pour destruction? Alors, deuxième de réponse, déjà, ça me permet de faire un rappel sur la destruction des couverts chimiquement. C'est possible de détruire chimiquement des couverts s'ils sont en place depuis 2 mois et surtout si la parcelle est en TCS ou en semi-direct depuis 3 ans, première condition. Au-delà de ça, ce n'est pas possible de détruire des couverts chimiquement une fois implantés. C'est-à-dire, s'il y a des adventices comme du grès gras, il faut qu'il y en ait au départ. Et dans ce cas-là, l'agriculteur peut faire une demande de dérogation, auquel cas, il n'a pas l'obligation de mettre des couverts, mais il faut qu'il fasse un reliquat. Donc, s'il y a des adventices au départ qui ne peut pas semer de couvert, il peut être autorisé à ne pas semer. Mais si c'est en cours de route, à part TCS, vous ne pouvez pas mettre de glyphosate. En règle générale, s'il y a un labo, on peut faire de glyphosate, quoi. C'est un peu simplifié, mais c'est un peu ça, quoi. Je crois que c'est bon pour les questions. Très bien, du coup, c'est le moment de clôturer la visio. Merci à Jean et à Léa pour les prises de parole. Et puis, rendez-vous aux prochaines visios, donc. Oui. Et d'ici là, n'hésitez pas à contacter vos techniciens, conseils, vos techniciens OAD pour des éléments complémentaires et pour préciser certaines choses, si vous souhaitez. Donc, le prochain webinaire, vous recevrez les informations par mail, SMS, ce sera le 6 mars sur la directive nitrate. Donc, rendez-vous au 6 mars. Voilà.